Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce 8e épisode des 100 miniatures d'échecs à connaître. Vous savez, les miniatures aux échecs, on appelle ça comme ça parce que ce sont des courtes parties, souvent d'une vingtaine de coups, des parties d'attaque avec des sacrifices, des parties spectaculaires. Alors si vous n'avez pas vu les parties précédentes, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist complète, et notamment à l'épisode 6, nommé la contre-attaque Traxler. Et vous l'avez plébiscité, vous les abonnés de la chaîne, comme la partie la plus spectaculaire, ou l'une des plus spectaculaires que vous ayez déjà vue. Et pour ce 8e épisode, on va s'intéresser à une partie du génie absolu des échecs, Bobby Fischer. Il a une vingtaine d'années au moment de cette partie. Il a les noirs. Et il est opposé à Robert Eugène Byrne. Alors, à l'époque, il y avait deux forts joueurs d'échecs qui s'appelaient Byrne. Et Fischer va les battre tous les deux, avec les noirs d'ailleurs. Et l'autre partie où il va battre donc le deuxième Byrne, ça va être une partie qu'on a surnommée la partie du siècle. Une partie très spectaculaire également. Mais là, on regarde celle-ci. Et donc, Robert Eugène Byrne ouvre avec le pion dame D4. Fischer répond par cavalier F6. Il développe son cavalier, contrôle la case centrale E4. C4. Le pion de l'aile s'implique au combat au contrôle de la case centrale D5. Fischer continue par G6. Il opte pour la mise en fianchetto de son fou en G7 et après avoir un petit roc. Byrne fait de même d'ailleurs, il joue G3, pareil, il libère la case G2 pour mettre son fou en fianchetto également. Les fous sont les plus grandes diagonales de l'échiquier. Et là, Bobby Fischer il joue C6 pour que le pion C6 puisse appuyer la poussée T5 et ainsi stopper le centre blanc, stopper l'expansion centrale des blancs, contester le centre, contester l'espace. Fou G2 et D5. Et là, Byrne n'a certainement pas été très ambitieux dans la partie. Fischer explique d'ailleurs dans l'analyse que Dame B3 aurait été le coup qui serait préférable parce que ça la maintient plus de tension en fait. Et Byrne va échanger en D5, il va prendre en D5, et après la reprise, finalement, on obtient une structure de pion symétrique. Alors que la présence du pion C4 contre le pion C6 permettait à Byrne d'empêcher le développement du cavalier noir en C6, alors qu'il aurait eu la case C3 pour son propre cavalier. Maintenant, les deux cavaliers ont accès aux cases C3 et C6. Et d'ailleurs, cavalier C3 est joué. Fou G7, E3, petit roc, cavalier E2, cavalier C6, petit roc. Pour l'instant, pas grand-chose à dire. Les deux joueurs développent leurs pièces et roc. B6, donc ça ouvre la diagonale au fou C8, la case B7, mais surtout la case A6, en fait, pour essayer d'embêter les blancs sur cette diagonale-là. Les blancs font de même B3, fou A6 et fou A3. Il est difficile, en fait, dans cette position, d'entrevoir comment la déséquilibrer et d'entrevoir comment prendre l'avantage. La position a l'air assez solide et stable pour les deux camps. Mais voilà ce que va écrire un chroniqueur d'un journal d'échecs de l'époque. Je vais vous lire ce qu'il va écrire. C'est assez savoureux. Après le 11e coup, je devrais considérer la position comme complètement sûre pour les blancs. Transformer cela en une attaque de mat en 10 coups plus tard est plus de la sorcellerie que des échecs. Honnêtement, je ne vois pas l'homme qui puisse arrêter Bobby Fischer en ce moment. Et donc le chroniqueur d'échecs explique que cette position est tout à fait à l'équilibre, mais que dans 10 coups, il y aura une attaque de mat des noirs, donc de Bobby Fischer, contre le roi blanc. Et ça révèle plus de la sorcellerie que des échecs, parce que c'est incroyable de penser que dans cette position, très saine pour les blancs, très solide, le roi blanc va subir une attaque de mat. Et regardez ce que va faire Fischer. Il joue tour E8. Bon, il décloue le pion E7 qui était cloué par la présence du fou. Dame D2. Et là, je vous invite à essayer de trouver le coup de Bobby Fischer. Un coup qui a fait couler beaucoup d'encre. Eh bien, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, à tout de suite. Alors, qu'auriez-vous joué dans la partie à la place de Bobby Fischer? Bobby Fischer explique que l'avance du pion E7 en E6 conduirait probablement la partie vers un match nul. Et il va jouer E5. Et ce coup, il n'est pas anodin en réalité. Ça peut paraître logique de jouer E5 avec la présence de la tour E8, mais c'est pas tout à fait anodin. Parce que l'échange du pion D4 contre le pion E5 va ouvrir la colonne D pour la dame, alors même que le cavalier et le fou mettent en pression le pion D5.
Et ce pion D5 se retrouverait donc un pion isolé, c'est-à-dire un pion qui n'est pas capable d'être défendu par un autre pion noir, et il subirait l'attaque. D'autant que la case D1 est libre également pour que les tours viennent se joindre à l'attaque du pion D5. Donc l'avance en E5 va exposer la faiblesse du pion D5. Et voilà ce que dit Bobby Fischer. Il dit j'avais un peu peur d'affaiblir mon pion isolé dame. Mais je pensais que l'énorme activité obtenue par mes pièces mineures ne laisserait pas au blanc le temps d'exploiter la faiblesse du pion D5. Alors je suis honnête avec vous. Si j'avais eu les noirs, j'aurais certainement pas joué E5, j'aurais jamais fait ça. Parce que l'échange voilà, du pion D4 en E5, l'affaiblissement du pion D5, j'aurais eu peur de créer cette faiblesse qui me semblait exploitable pour les blancs. Mais Fischer va montrer que non. Donc on regarde la suite. Prise en E5, cavalier prend E5. Et là c'est intéressant de savoir aussi ce que vous joueriez, parce que Burn, il s'est trompé avec les blancs. Et on va voir si vous allez vous tromper comme lui. Alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause une nouvelle fois. Qu'auriez-vous joué ici avec les blancs à la place de Burn? À tout de suite. Alors, une idée? Ici déjà, on ne peut pas prendre le pion D5. Hein. Même si on l'attaque 3 fois, et qu'il est défendu que 2 fois. Parce que des prises en D5 vont éloigner à terme la dame de la protection du cavalier en E2. Par exemple, si on prend D5, cavalier prend D5, cavalier prend D5. Si on prend de la dame, les noirs échangent les dames, et après le fou s'emparera du cavalier en E2. Et si on prend avec le fou, eh bien, il y aura fou prend E2 également. Le fou D5 est cloué de toute façon sur la colonne, il ne peut pas bouger, il y a la dame derrière. Et si la dame prend le fou, les noirs prennent, et les noirs ont une pièce de plus, avec en plus l'arrivée du cavalier en F3 qui va faire très mal. Donc, dans la position, les blancs ne peuvent pas s'emparer du pion isolé D5. Alors, ils ont mis une tour en D1. Burn a mis une tour en D1. Il a joué tour F, D1. Et là, Bobby Fischer écrit donc dans ses analyses, il faut ajouter ce coup de tour F, D1, dans les cas intitulés la mauvaise tour. Parce que vous le savez, on se demande souvent quel tour doit arriver sur quelle case. Souvent, voilà, que ce soit la case C1, la case D1 ou la case E1 parfois, dans des parties, on se dit mais quel tour il faut mettre? En réalité, ici, il aurait été préférable de mettre la tour A en D1 et pas la tour F en D1. Pour autant, on peut se dire que la tour F en D1 sur la colonne d'attaque du pion isolé, c'est pas mal, et laisser la tour A venir par exemple sur la colonne C, la colonne ouverte. Mais le déplacement de la tour F1 en D1 va fragiliser finalement le pion en F2. Pion en F2, faiblesse du pion en F2 que Fischer va magnifiquement exploiter. J'en profite pour vous dire que c'est intéressant en fait de lire des livres parce que la jeune génération ne se forme aux échecs surtout que par les parties sur Internet. Vidéos, parties sur Internet, voire pour ceux qui ont la chance de fréquenter un club, mais la lecture des livres. C'est intéressant quand même parce que on voit déjà ce qu'écrivent les auteurs, la vision des auteurs, les anecdotes, c'est souvent croustillant. Et puis c'est très formateur en réalité aussi, parce qu'il faut essayer de suivre avec le livre, un échiquier à côté, donc il y a plus de lenteur bien sûr pour reproduire la partie par rapport au fait que quand on défile une souris pour voir les coups, mais cette lenteur permet de bien assimiler, de bien sentir la position, qu'elle infuse bien en vous, de bien se l'approprier la position. Et d'ailleurs, il y a pas si longtemps, je crois que dans un article sur Europe Échec, même peut-être de ce mois-ci, je crois qu'il y a Mathieu Cornette qui parle de sa formation, et notamment de la lecture des livres de Maître contre amateur ou de Jugement et plan de Max E. Et tous ces livres-là, j'en ai d'ailleurs dans ma boutique en ligne, j'ai un onglet livres d'occasion. Et j'ai des livres sur Bobby Fischer. D'ailleurs, j'ai été pillé, je crois qu'il m'en reste plus que un. Mais j'ai quelques livres de Max E également. Des livres qui sont des références, qui ont formé des dizaines, des centaines de milliers de joueurs d'échecs en réalité. Alors, dans cette position, on y revient. Qu'est-ce qu'ils ont joué? Ils ont joué tour FD1. Donc, ils attaquent le pion en D5. Et là, Fischer, il va faire la case D3. La case faible D3. Une case faible aux échecs, c'est une case qui n'est plus contrôlée par un pion. Alors certes, les blancs contrôlent cette case avec la dame et la tour, mais ça n'empêche pas le cavalier finalement de s'incruster en D3. Comme dans la partie Kasparov avec les noirs contre Karpov, où on avait l'Octopus Knight, le cavalier pieuvre, où Kasparov avait planté un cavalier en D3, comme ça, qui est très très déstabilisant pour les blancs, parce que vous voyez toutes les cases qu'il contrôle à l'intérieur du camp blanc. C'est intolérable un cavalier comme ça. Sauf que dans la partie de Karpov contre Kasparov, le cavalier était resté longtemps en D3. Pas dans celle de Fischer. Donc, ici,
Dame C2 a été jouée par Burn, menaçant tour prend cavalier, fou prend et dame reprend, d'échanger la tour contre les deux pièces. En plus, la dame en D2, elle était exposée à une possible arrivée du cavalier en E4, et en cas d'échange, si les blancs prennent en E4, le pion reprendrait, ce qui stabiliserait d'ailleurs la présence du cavalier en D3. Donc dame C2 a été jouée. Et là, que fait Fischer? Alors, si vous voulez réfléchir un petit peu, vous pouvez mettre la vidéo se pause, et puis pour les autres, on va enchaîner. Fischer, il exploite l'affaiblissement du pion en F2 depuis le départ de la tour F1 en D1. Et il fait cavalier prend F2. Bon, cavalier prend F2, il n'y a pas le choix, il faut reprendre avec le roi. Roi prend. Et évidemment, il a extrait le roi pour enchaîner avec cavalier G4. Attaquer le roi et attaquer ici le pion en E3. Alors le roi va logiquement rentrer dans son camp. Pas en F1 bien sûr, parce que ça permettrait cavalier prend E3 avec une sacrée fourchette. Hein. La dame est attaquée, le roi également, la tour et le fou, même si on s'en moque un peu, ce que l'on veut c'est attraper la dame. Donc le roi va retourner en G1. S'il vient en F3, ben le pion E3 peut être pris par le cavalier, mais surtout par la tour. Tour prend E3 échec, qui oblige l'extraction du roi blanc, vous voyez, roi prend, et après les fous vont s'occuper de mettre à mort le roi. Fou C8 échec, le roi devra venir en F4 et fou H6 mat. Donc face à ce coup cavalier G4 échec, Burn, il joue le coup logique, il rentre en G1. Cavalier prend E3, dame D2. Et là c'est savoureux les commentaires de l'époque, les anecdotes de l'époque de cette position. Parce que Burn, il réfléchit à cette position, puis il ne voit pas vraiment où va en venir Bobby Fischer, parce que, bien sûr, il anticipe le fait que le cavalier va prendre la tour, que les blancs vont reprendre, et finalement, certes, les noirs auront la qualité de plus, enfin, certes, les noirs auront une tour de plus, mais les blancs auront 2 cavaliers en plus dans la position. Vous voyez, par exemple, après cavalier prend, tour prend, il y a une tour en plus pour les noirs, mais il y a 2 cavaliers en plus pour les blancs, le pion D5 va tomber. Finalement, le roi blanc ne sera pas en insécurité. Et Burn se demandait où il voulait en venir Fischer, parce que cette position paraît pas si bonne en réalité pour les noirs, avec les 2 cavaliers supplémentaires des blancs et la perte du pion D5 à venir. Et donc Burn se demande un petit peu à quoi Fischer va en venir. Et c'est pas cavalier prend tour qui va être joué. C'est pas cavalier prend tour. Mais vous savez, il y avait 2 grands maîtres dans une salle d'analyse à côté, qui reproduisait les coups de la partie, avec un peu de décalage, et puis qui qui expliquait finalement la partie aux spectateurs. Et là, la partie va s'écourter très vite. Et les 2 grands maîtres, comme Burn d'ailleurs, n'ont pas vu où voulait en venir Fischer. Et même quand Burn sort de la salle et qu'il perd, donc quelques coups après, très rapidement, vous allez voir, eh bien, les 2 grands maîtres ont même pensé que Burn avait gagné. Et que c'est Fischer qui avait perdu, tant il n'avait pas compris la profondeur de la combinaison de Fischer. Parce que c'est pas cavalier prend tour que va faire Fischer. Il va pas être matérialiste à vouloir essayer de récupérer du matériel, non. Il va jouer les idées. Il va jouer les idées d'attaque contre le roi blanc. Et c'est cavalier prend fou G2 qui va être joué. C'est le fou de case blanche qui prend. Alors là, il n'y a rien de mieux à faire pour Burn de reprendre. Et maintenant, la pousser en D4. Attaque le cavalier, mais la vraie idée, c'est d'ouvrir la grande diagonale blanche pour le fou A6. Et regardez comment le roi noir passe un moment tranquille, une soirée tranquille, alors que le roi blanc va être en grand danger. Donc, cavalier prend D4, fou B7. Alors Fischer explique dans l'analyse de cette partie que le roi blanc est à la merci des noirs. Et là, que faire avec le roi blanc? Après fou B7 échec. On va étudier les différentes possibilités. Si le cavalier vient prêter le roi en proposant l'échange des dames sur la colonne D, eh bien les noirs acceptent. Ils accepteraient. Ils échangeraient les dames, le cavalier peut pas reprendre à cause du clouage, donc cette tour reprend, et fou prend cavalier, la fourchette. Dans cette position, les noirs ont un pion de plus, et ils vont gagner la qualité. Donc c'est un avantage considérable dans la finale. Et ça aurait permis à Fischer de gagner sans aucun doute. Donc, le retour du cavalier en F3 n'est pas satisfaisant. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des déplacements de roi. Bon, si le roi vient en G1, on pourrait prendre le cavalier en D4, fou prend D4, échec, dame prend, et jouer tour 1 échec,
avec l'idée de dévier la tour pour ensuite s'emparer de la dame. Évidemment, les blancs vont pas dévier la tour, ils vont jouer certainement roi F2, mais les noirs vont forcer la déviation de cette tour. Maintenant, ils vont faire dame prend D4 échec pour que la tour reprenne, ce qui ouvre la première rangée, et les noirs peuvent prendre en un. Ils auraient la qualité en plus et toujours le pion en plus. Avantage décisif pour les noirs, pour Fischer, dans cette finale. Donc après fou B7 échec, on voit que cavalier F3 n'est pas satisfaisant, que roi G1 non plus. Et si les blancs jouent roi F2, eh bien il se produirait le même coup que dans la partie. Parce que dans la partie Burn, il a joué roi F1. Et Fischer a joué le petit coup de dame, dame D7. Petit coup qui menace de grandes choses. Abandon. Abandon de Burn. Alors essayons de comprendre. Fischer, il joue dame D7 parce qu'il cherche à rentrer en H3. Alors, je sais que c'est au blanc de jouer, mais regardons l'idée de Fischer. Il veut rentrer en H3 sur échec. Donc, si la dame ne peut pas venir s'interposer, hein, de toute façon, il y a la présence du fou, donc on pourrait prendre. Donc, le roi va venir en G1. Et là, les noirs peuvent prendre en D4 sur échec pour essayer de dévier la dame blanche et mater. Et là, il n'y a pas d'autre choix en réalité. Donc, ça force la déviation de la dame et du mat. Voilà ce que planifie Fischer avec dame D7. Et donc, Burn abandonne. Et Fischer, il écrit ceci. Une amère déception. J'avais espéré que Burn joue dame F2. Comme ça, j'aurais pu poursuivre par dame H3, échec. Donc, roi G1. Et maintenant, fou prend D4 ne marche plus. Parce que comme la dame n'est pas en D2, mais en F2, eh bien la tour peut reprendre et la dame peut conserver la protection de la cage G2 et d'éviter le mat. Et là, Fischer explique qu'il avait prévu des déviations, des sacrifices de déviation. Il avait prévu tour 1 échec, donc la dame ne peut pas prendre à cause du mat en G2, donc c'est la tour qui doit prendre, et fou prend D4 pour dévier une nouvelle fois de la dame de la protection de la case de mat en G2. Et d'ailleurs, quand on fait fou prend D4, qu'est-ce que peuvent faire les blancs? Ils peuvent rien faire en fait. Hein. On menace avec les noirs dame G2 mat, puisque la dame blanche est clouée. Et donc sur dame prend dame, on a le mat. Et sur, je sais pas, sur tour E3, bah, on va continuer à prendre, et de toute façon, on va soit dévier, soit éliminer la dame, soit mater en fait en G2. Enfin, c'est le mat en G2 qui arrive. Alors, ce qui m'a impressionné dans cette partie, c'est cette position où tout paraît en équilibre, tout paraît stable, et où Fischer va changer de braquet. Il va changer violemment de braquet. Et c'est comme si on passait de la première vitesse à la 5e vitesse. D'un seul coup, il va jouer E5. Et donc là, il va déséquilibrer complètement la position, et la partie s'enflamme. On va avoir le sacrifice de cavalier avec une attaque incroyable, une attaque contre le roi blanc incroyable. Donc ce changement entre statisme et dynamisme était très impressionnant dans cette partie. J'espère que vous l'avez apprécié, et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo pour m'aider. Voilà, eh bien, bonne fin de journée. Au revoir à tous.